Alors, bonsoir, chers amis. Nous avions déjà accueilli Frédéric Farah pour parler du TAFTA. Et puis, Frédéric a eu l'idée héroïque de se pencher sur je dirais pas l'œuvre, le texte macronien. Je dis bien héroïque, je ne plaisante pas, parce que Frédéric lit tout ce que Macron dit, écoute tous ses discours en intégralité, et ce n'est qu'un aspect du courage de Frédéric, car nous sommes quelques-uns à savoir, Olivier Delorme, que nous recevrons bientôt pour un livre sur l'Europe, c'est également Christophe, que Frédéric lit les textes les plus obscurs publiés par la Commission européenne. Et il découvre des choses absolument étonnantes, qu'il diffuse très généreusement d'ailleurs à ses amis, les gosses, mais peut-être qu'on en parlera avec Olivier sans doute. En tout cas, voilà un vrai connaisseur du texte macronien. Il en a fait avec un de ses collègues un livre, Introduction à la Macron-économie, n'est-ce pas ? Bon. Voilà. Et je vais lui laisser le soin de présenter ce livre. Et puis ensuite, on engagera le débat avec lui. Bien sûr, s'il y a des partisans d'Emmanuel Macron ici, il faut qu'ils se signalent, ils seront très bien accueillis. Et la discussion sera vraiment intéressante, ne riez pas. Comme toujours. Comme toujours, voilà. Frédéric, c'est à vous. Merci à vous tous de m'accueillir encore une fois ici. Merci de cette belle présentation. Oui, je me suis dit, si je veux critiquer Emmanuel Macron, il faut le lire, le traquer, le suivre à chaque instant, et parce que sinon la critique ne va pas porter. Donc, mon dernier acte d'héroïsme, si je puis dire, c'est d'avoir écouté intégralement tout ce qui s'est passé à Strasbourg, que ce soit avant le discours et le discours. Et je le suis vraiment très attentivement, parce qu'il faut quand même faire une critique en connaissant bien le personnage. Enfin, du moins ses idées. Ou idées entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors, donc, très rapidement sur le livre, ensuite, qu'est-ce que j'ai souhaité vous dire à propos de mon travail. Bon, donc c'est un petit livre et je vais vous dire pourquoi ce titre inquiète, c'était pas juste un jeu de mots pour faire plaisir ou autre. Oui, je suis inquiet, donc c'est pas juste pour faire plaisir. Donc, introduction inquiète à la Macron-économie, donc un petit livre, et comme vous savez que Emmanuel Macron n'a pas encore produit de livre ou un corps de doctrine, c'est surtout un corps de slogan pour l'instant, Emmanuel Macron a distillé dans la presse depuis 2 ans toute une série de phrases qui ont été reprises. Et c'est à partir de ces phrases qui me paraissaient les plus significatives, j'en cite 2-3 par exemple, il y a un conservatisme de gauche qui ne veut pas la réforme, la gauche a cru que la France pourrait aller mieux en travaillant moins, un petit clin d'œil ici à quelqu'un, parce que je sais qu'il s'intéresse à la même question. Le FN est un Syriza à la française, c'est le repli sur soi, donc voilà. Ou encore, il faut des jeunes Français qui aient envie d'être milliardaires. Et une petite dernière, et puis il y a une politique de fainéants et il y a la politique des artisans. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les phrases que nous avons retenues avec mon collègue. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on allait prendre ces phrases, tout en lisant aussi autre chose, parce que Macron s'est quand même répandu dans les médias, pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui se dégage de toutes ces petites phrases de notre Emmanuel Macron, qui est évidemment présenté, comme vous le savez, comme l'incarnation de la modernité, du renouvellement de la classe politique française, et qui a monté une start-up qui s'appelle En Marche. Donc c'est sa start-up. Donc c'est un mouvement, dit-il, En Marche. Et pour faire une référence historique peut-être qu'il doit aimer, il a lancé une grande marche, vous êtes dit. Donc y a-t-il un lien avec le président Mao? Je ne sais pas.
Pour l'instant, j'ai pas découvert. Et donc, ce personnage si moderne, présenté comme l'avenir peut-être pour certains de la politique, eh bien, ce qui nous a apparu, et c'est ça le cœur un peu de notre rencontre aujourd'hui, c'est que derrière cette modernité apparente d'un personnage tout neuf, le corps d'idées, si je puis dire d'idées, ou ce qu'il promeut, et en somme, finalement, il n'y a rien de neuf. Si vous voulez, c'est un ensemble d'idées qui ont déjà trouvé leur traduction dans les politiques économiques, où il reprend des vieilles lunes qu'il essaye de présenter de manière nouvelle. Et mon objectif, avec mon co-auteur, c'est d'essayer de voir pourquoi ces idées, ou ce qu'il essaye de mettre en avant, c'est inquiétant, dans le fond. C'était surtout ça. Alors on a fait un petit jeu de mots, puisqu'on est économiste, macroéconomie, macroéconomie, je sais, c'est un peu potache, c'est facile, mais bon, on va pas résister, c'est quand même pas mal. Donc, pourquoi s'intéresser, on pourrait dire, alors à Macron, encore une dernière fois, avant de sélectionner certains points, parce que finalement, on pourrait dire, si c'est vide, si c'est une coquille, s'il n'y a pas grand-chose, mais alors pourquoi s'intéresser à Macron? Ce qui est bien en s'intéressant à Macron, c'est que il porte toute une série, on va dire, d'idées, pour faire facile, qu'on retrouve dans plein d'éditos, qu'on retrouve chez plein de politiques, qu'on retrouve dans ce qui est devenu, si vous voulez, une série de poncifs partagés. Donc, en critiquant Macron, on fait une pierre c'est vraiment, on touche à plusieurs personnes, si vous voulez. Parce que, pour dire la chose très rapidement avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on entend dans le discours macronien? Dans un discours qu'on retrouve sur plein de médias. La France ne se réforme pas, elle est corporatiste, elle préfère le chômage, elle ne fait pas comme ses voisins, elle est repliée. Finalement, un discours que l'on entend à peu près partout. Donc je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'en critiquant Macron, ça m'économise de critiquer tout un tas d'autres aussi. Parce que, évidemment, tant d'autres portent la parole de Macron. Et ce qui est assez surprenant, en plus, c'est de présenter, et là je vais insister sur certaines idées de Macron, comme quelque chose de neuf. Il n'y a rien de neuf. À titre d'exemple, avant encore d'aller plus loin, Yvon Gattaz, non pas le Gattaz d'aujourd'hui, mais le père, en 83 disait dans un discours au CNPF, ancien MEDEF, 83 doit être l'année de la flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on apprend donc plus de 30 ans après? Tiens, la flexibilité, paraît-il que c'est tout neuf. Monsieur Gattaz père disait que... Voilà. Alors, c'est pour cela que je me suis dit, il va falloir démystifier, si je puis dire, cette histoire de Macron. Alors, je rentre dans le vif du sujet. C'est inquiétant, pourquoi? C'est inquiétant parce que, économiquement, les préconisations de Macron, on les a vues à l'œuvre depuis 30 ans. Elles ont été mises en œuvre par les gouvernements de droite et de gauche, au nom, si on doit faire un clin d'œil à Alain Minck, au nom du cercle de la raison, au nom de l'adaptation à cette chose si mal définie qui s'appelle la mondialisation, au nom de cette chose tout aussi mal définie qui s'appelle la modernisation, qui est un avatar du progrès, mais sans destination, sans finalité. Donc, en gros, M. Macron nous demande de continuer à appliquer des recettes inefficaces parce qu'il n'y a aucune raison de changer une équipe qui perd. C'est aussi inquiétant parce que c'est socialement régressif. C'est-à-dire, la pensée d'Emmanuel Macron illustre bien les dégâts du chômage de masse. C'est-à-dire que quand le chômage de masse s'est présenté ou a commencé à apparaître au milieu des années 70, il y avait un discours de compassion relative sur les chômeurs et leur réalité. 30 ans après, c'est un discours de stigmatisation. C'est-à-dire qu'au départ, on estimait qu'ils vivaient une situation qu'ils devaient supporter, et à la fin, on les a rendus responsables, en disant que s'ils ne veulent pas travailler, c'est bien qu'ils sont un peu paresseux. Et M. Macron, lorsqu'il dit, dans cette jolie phrase, « Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre », se garde bien de nous dire qu'il y a seulement 40% des chômeurs qui sont indemnisés.
Donc visiblement, il y a toute une partie qui n'attend plus rien de l'autre depuis longtemps. Hein. Donc, à ces deux niveaux, et c'est ces deux niveaux-là que je vais vouloir traiter avec vous, tant inefficace économiquement, parce que l'efficacité, c'est obsessionnel dans le discours de Macron. Je l'ai écouté, pour lui c'est efficace, il faut tous les ans que le président de la République, demain qu'il sera élu, fasse une espèce d'entretien d'évaluation dans sa boîte, qui est la boîte France, pour savoir si effectivement il est à la hauteur ou non de la tâche. Mais le souci de la justice sociale, c'est un peu évoqué comme ça, un petit peu, c'est le supplément d'âme. Et d'un point de vue social, c'est extrêmement régressif par certains côtés. Donc, intéressons-nous maintenant, sans vouloir être trop long, on va commencer par le social, parce que ça m'amuse follement, et ensuite l'économique. Donc, vous savez qu'il y a une thèse qui est très très à la mode depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est la préférence française pour le chômage. Donc, nous préférons le chômage. Alors, et avec la théorie du salarié méchant, c'est-à-dire que celui qu'on appelle un insider, parce que ça fait plus chic, c'est-à-dire celui qui est protégé par le CDI, va tout faire pour empêcher, évidemment, qu'un salarié, que quelqu'un qui n'a pas un emploi, puisse avoir accès à l'emploi. Donc, ces théories de la préférence française pour le chômage, qu'entre autres M. Macron et ceux qui lui sont proches diffusent, c'est une idée qui a été portée pour la première fois en 1994 par Denis Oliven. Donc, 22 ans après, la revoilà. C'est bien, voilà, c'est très original. Et en nous expliquant que le marché du travail français n'est vraiment pas suffisamment flexible pour rendre le marché capable de créer de l'emploi. Alors, juste pour information, en 1994, l'OCDE nous explique qu'il faut flexibiliser le plus possible le marché du travail, c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. La même OCDE en 2004 nous explique que finalement il n'y a pas de corrélation entre plus de flexibilité et plus de création d'emplois. Ensuite, la littérature économique nous explique que la flexibilité, si elle peut permettre l'ajustement des effectifs, en rien elle peut créer plus d'emplois, mais malgré tout, les emplois depuis 80 temporaires ont été multipliés par 5, les CDD ont été multipliés par 4, et pourtant le chômage est toujours à 2 chiffres. Mais on nous explique, parce que c'est ça le malheur de l'idéologie qu'il porte, non, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'est pas allé assez loin. Alors, pour voir comment faire pour aller plus loin, on prend des pays tests, comme la Grèce par exemple, qui est un bon pays test pour voir comment ça fait quand on va très 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 loin. Donc, pour voir si après on peut aller un peu plus loin aussi. Donc, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir un laboratoire avec des êtres humains bien vivants, disponibles pour ce genre de tests. Donc, on nous explique qu'il faut aller plus loin dans cette direction. Et en gros, si on aménage encore un peu plus le CDI, eh bien, on va améliorer la situation des chômeurs. Donc c'est une conception assez étrange du progrès, parce que la conception étrange du progrès qui est portée est la suivante. Qu'est-ce que le progrès? La précarité mise en partage. C'est beaucoup mieux. Et comme on dit en économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh bien le mauvais contrat, à terme, chassera le bon. Et M. Macron estime qu'il faut aller encore plus loin dans cette direction, et alors que les expériences ailleurs en Europe, d'aménagement, comme par exemple le Job Act italien, ne créent pas plus d'emplois. Les faits ont beau dire que cette corrélation, plus de flexibilité, plus d'emplois, ne se vérifie pas, et pourtant, on nous propose de continuer. Ce qui est assez étrange. Avec le discours culpabilisant, qui consiste à dire que les chômeurs doivent se prendre en charge, ne doivent pas attendre tout de l'État comme il le dit, et que s'ils se laissent aller à l'assistance, ils risquent finalement d'abandonner le travail. Tout ça, c'est très vieux. Alors quand j'ai travaillé ça, je me suis replongé dans les débats qu'il y a eu en Angleterre sur la loi sur les pauvres. Il y a eu plusieurs lois sur les pauvres, et une loi qui a duré de 1795 à 1834, et qui va être abolie à ce moment-là. Et il y a tout un débat pour savoir si cette aide qui est apportée aux pauvres
les incite ou non à aller au travail. Les libéraux de l'époque estiment que oui, ça va les rendre paresseux, ils ne vont pas vouloir travailler, et qu'il faut les pousser absolument à le faire. Et donc, j'ai retrouvé des citations, on pourrait croire que c'est M. Macron qui vivait en 1834, voilà ce qu'on dit dans ce beau débat. Alors je vous donne des exemples que disent certains libéraux. Il faut, dit-on, que la population dépendante soit graduellement, mais fermement arrachée à son mode de vie actuel, et exposée à l'influence vivifiante et émancipatrice de la liberté économique. Ah, M. Macron a eu plusieurs vies. Nous ne le savions pas, mais on le découvre, n'est-ce pas? Ou encore, on nous explique toujours dans cette loi qu'on trouve des gens qui préfèrent une pension de la paroisse et une vie paresseuse à des salaires élevés en contrepartie d'un dur labeur. Oh, nous voilà rassurés. Heureusement que M. Macron est là pour être moderne. 1834 nous manquait. Il est donc de retour, c'est très bien. Et Malthus, donc économiste de l'époque, expliquait que seule l'Angleterre offrait pareille chose et que les voisins ne faisaient pas comme ça et qu'il faut faire comme les voisins. Ce que nous dit M. Macron. Voilà ce que dit Malthus. Un dispositif obligatoire d'aide aux pauvres est presque l'exclusivité d'Angleterre. Et dans beaucoup de pays, on croirait que c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hein, donc c'est Malthus qui dit ça. Et dans beaucoup de pays du continent qui en sont dépourvus, la condition des classes inférieures est meilleure. Ah, nous voilà rassurés. Cette modernité tant portée par M. Macron et les autres. Alors, maintenant, vous savez, il ne faut pas dire comparer avec les autres pays. Pour faire beaucoup plus chic, il faut dire s'inspirer des bonnes pratiques dans une logique de benchmarking. Là, dit comme ça, on est effectivement balèze. Parce que si on le dit comme Malthus, ça fait un peu renfermer Naphtaline. Tandis que le dire les bonnes pratiques avec le benchmarking, on a l'impression de tout de suite que notre intelligence a connu un degré supérieur. Bien. Ensuite, un dernier de Eden, député de l'époque, qui dit, parce que j'en ai collectionné des bonnes, hein, je veux dire, parce que là aussi dans mon héroïsme, je me suis payé également le rapport. Donc, l'incertitude d'un secours prévu par la loi affaiblit les principes de l'affection naturelle et détruit des liens sociaux en rendant moins nécessaire l'exercice des devoirs domestiques et sociaux. Ah, voilà la bonne modernité. Et on nous explique que ce bon monsieur est moderne. Et on a aboli cette loi, et pourquoi on veut l'abolir? Parce qu'on estime que ces pauvres profitent d'une aide indue des paroisses, et qu'on va pouvoir mettre à disposition du marché du travail, eh bien, une main-d'œuvre abondante à bon marché. C'est le fameux acte du Spin on Land Act de 1834 qui a pour conséquence de créer le marché du travail moderne. Et Karl Polanyi, un auteur que je vous recommande très chaleureusement, dans La Grande Transformation, explique que le travail ainsi devient plus que jamais une marchandise à disposition du marché. Et n'oublions pas que la modernité n'est pas celle-ci. La modernité, c'est celle qu'on a essayé de construire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour transformer le travail qui n'était qu'une marchandise en un projet avec une série de protections et de garanties. Je ne dis pas qu'on y est parvenu, mais il y avait une mutation. Au XIXe siècle, dans la théorie économique, le chômage est regardé comme une préférence pour le loisir et comme une faute personnelle. Je vous rappelle que jusqu'en 1893, dans les recensements de la population, les chômeurs sont assimilés, et je cite, aux vagabonds et aux filles publiques. Bien. Donc, voilà la douce modernité. Et quand j'entends aujourd'hui M. Macron ou d'autres qui disent, voilà, ils préfèrent l'assistance, patati patata, quoi de neuf sous le soleil? Rien. Strictement rien. Donc, et en plus, les travaux historiques qui ont suivi ont montré que les craintes des libéraux ou les espérances des libéraux, historiquement, n'ont pas été vérifiées. Donc encore, si l'histoire leur avait donné raison, on aurait dit, bon, bah, soit ils avaient choisi. Donc, je me suis amusé quand j'ai fait ce travail, comment dire, de voir
dans l'histoire que ça se répétait. Un dernier, parce que je résiste pas, Chadwick, qui dit que l'assistance plonge vers le vice et l'indolence. Ok. Vous pouvez trouver ça en français comme en anglais. C'est un rapport de 1834 qui est une commission d'enquête pour savoir si les lois sur les pauvres doivent être maintenues ou non. Donc, si vous voulez, dans la pensée de M. Macron, on retrouve ce vieux fond libéral assez individualiste qui consiste à croire que, bon, les individus se trouvent dans cette situation, mais d'une certaine manière, bon, ils l'ont un peu voulu quand même, et que s'il y avait un effort de la volonté, allez, on leur donne un petit ordinateur et de la bonne volonté, ben, ça fait Silicon Valley à la fin, et une série d'auto-entrepreneurs. Je suis sceptique. Donc, si vous voulez, dans le discours macronien, il y a, en plus c'est un discours qui me gêne, qui est extrêmement individualiste, pensant que tout repose sur une affaire d'individu, alors qu'on voit bien que son propre succès ne se fonde que sur du collectif. C'est-à-dire un ensemble de réseaux qui est autour de lui, parce qu'il connaît des gens dans la grande entreprise, dans la finance de marché, auprès des politiques. Donc il y a tout un discours qui promeut le risque, c'était Denis Kessler, les riscophiles, les riscophobes, qui promeut la logique individuelle, mais en même temps, qui est un peu malhonnête, parce que s'appuie sur tout un réseau collectif extrêmement puissant. Monsieur Macron va en Angleterre pour avoir des fonds, et ceux qui dînent avec lui doivent payer 7 500 €. Bah oui, c'est cher de dîner avec Macron, je veux dire, c'est quand même important. Il faut payer. Donc sans tous ces réseaux autour de lui, Macron et sa bonne volonté individuelle, bon, elle pèserait pas très lourd. Donc il y a ce discours d'individualisation des situations et de la volonté individuelle, alors que qu'est-ce qui fait la force aussi d'un individu comme lui? C'est tous les supports collectifs qu'il aide. Donc c'est pour ça que se mêle aussi dans le discours macronien une part de mauvaise foi également. Parce que M. Macron aime bien dire qu'il n'est pas du système. D'accord, c'était pas un politique, il n'a jamais été élu avant. Mais d'une certaine façon, il vient du sérail aussi. D'une autre manière, mais il y est aussi. Donc, ce qui est très frappant et qui est inquiétant, c'est que Macron, c'est le symptôme de la déliquescence politique et même d'un certain débat public. Parce que, en fait, à partir du moment où un pays renonce à sa souveraineté budgétaire, monétaire, il ne lui reste plus qu'à bavarder sur des clowns. Et M. Macron est là pour remplir cette mission. Parce que dans le fond, si le cadre européen ne change pas, allez, on va encore un peu plus flexibiliser le travail, mais sur le fond, on n'apporte rien. Donc, pour moi, Macron, il est intéressant à travailler, non pas tant parce que, économiquement, il proposerait des choses très originales ou efficaces, rien de tel. La flexibilité, on l'a mise en œuvre depuis bien longtemps, ça c'est une évidence. Il est intéressant pour ce qu'il dit d'un état du débat politique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement presque rien à se mettre sous la main, on dirait, qu'on est obligé de s'amuser avec quelque chose qui doit un peu nous divertir. Et comme l'avait dit une enquête, c'est le candidat de la mondialisation heureuse. Je trouve que la formule est assez réussie. C'est le candidat de la mondialisation heureuse. Et c'est ça qui est assez inquiétant, parce que dans son discours de Strasbourg, bon, si vous avez le temps, écoutez-le comme c'est pas très passionnant, je sais, ou son discours aux réformateurs européens, où il dit, voilà, notre fond, dit-il. Alors ça, j'ai découvert ça, il n'avait pas dit avant, j'aurais mis dans le livre, quel dommage, c'est venu après le bouquin. Il dit, nous avons 3 grandes valeurs. Oh, je l'ai écouté avec attention. C'était les réformateurs européens, à Lyon. Discours de 35 minutes. J'ai écouté les 35 minutes. Nous avons 3 grandes valeurs. Il dit, la souveraineté, l'identité et la démocratie. Oh, je me suis dit, c'est extraordinaire. Écoutons ce qu'il a à nous dire. S'il avait dit avant, je l'aurais mis dans le livre, ça, mais ça, c'est un vilain, il l'a fait après, quoi. C'est pas gentil, quoi. Alors je me suis dit, écoutons 35 minutes et 50, parce que c'est exactement le temps exact, du discours. Alors, souveraineté, dit, nous ne sommes pas pour le repli, parce que vous savez aussi le grand poncif, le repli, l'ouverture, enfin je vous passe parce que c'est ennuyeux. La souveraineté, mais c'est pas la souveraineté crispée, c'est pas la souveraineté nationaliste, dit-il, c'est la souveraineté européenne. Qu'est-ce donc? On ne sait pas. Mais, il faut croire que ça existe.
C'est une souveraineté européenne qui nous permettrait de peser dans les relations internationales. Puis il dit l'identité. Non, ce n'est pas l'identité repli sur les chapelles, c'est l'identité de nos valeurs européennes. Ah. Donc vous voyez tout le discours de communication. On lui a expliqué que souveraineté, identité, démocratie, c'était 3 thèmes du moment. Donc on lui a dit, bon, il faut absolument les recycler. Côté COP21, recycler tout ça. Bien. Et ensuite, la démocratie, il a expliqué qu'il allait faire des consultations des citoyens pour discuter sur les projets européens. Mais c'est bien balisé, hein. C'est-à-dire que si, par exemple, les citoyens disaient qu'ils veulent plus de l'euro, peut-être que finalement, ça c'est une option dans le débat citoyen, peut-être moins souhaitable. Donc, il faudra sélectionner. Bon grain est livré. Donc, si vous voulez, Macron, ce qui est très inquiétant, c'est que, économiquement et socialement, rien de neuf, et en gros, il dit ce que tous les candidats qui pourraient être éventuellement élus l'année prochaine veulent mettre en œuvre. Si quelqu'un m'explique sur le fond une différence entre M. Juppé et M. Macron sur l'orientation de fond à partir du moment où on accepte le cadre européen, il n'y a pas grand-chose. Et la loi El Khomri, la loi Macron, les autobus, etc., la déréglementation, ça a déjà été fait avant lui en Europe. Ça a été fait en Italie en 2006, où on a mis en concurrence taxis, notaires, pharmaciens, c'est la même chose. Donc, on est dans il suit un mouvement qu'on retrouve ailleurs. Je pense que ce qui serait très important à dire, je voudrais dire ça peut-être pour finir d'une certaine manière, le terme de réforme, qui est très mal utilisé, je crois qu'il faut vraiment insister. Il y a un réformisme de droite et un réformisme de gauche. Monsieur Macron incarne une forme de réformisme de droite, c'est-à-dire confiance dans le marché, élargissons son périmètre, confions au marché l'organisation de notre société. Et on retrouve ce que je disais sur Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation. L'économie de marché conduit à la société de marché. Et Macron, c'est cette logique-là de l'auto-entrepreneur, flexible, nomade, sans attache, et qui est dans une logique de la concurrence vraiment poussée à l'extrême, qui est, pour railler un petit peu les propos européens, ni libre et évidemment faussé. Et en face, un réformisme de gauche qui, à mon avis, a du mal à exister. Si M. Macron était de gauche, mais de toutes les façons, il a dit qu'il n'était pas socialiste, mais on n'a pas besoin qu'il le dise, on le sait, puisque les socialistes eux-mêmes ne le sont plus. Bon, après tout, il est cohérent avec les autres. C'est un autre réformisme. Qui serait de quelle nature, celui-là? Tout d'abord, une définanciarisation de l'économie, une remise en cause des cadres européens tels qu'ils existent, le souci d'une certaine transition énergétique, le fait que dans le développement de ce qu'on appelle l'économie de plateforme, c'est-à-dire Uber, Airbnb et tous les autres, comment remettre là du droit social, comment remettre là des droits, des protections, comment réorganiser du collectif à l'heure de l'individualisation des carrières, il y aurait tout un chantier pour une certaine gauche si elle voulait exister. Monsieur Macron n'endosse pas la réforme absolue, il endosse une réforme qui, on va dire, qui fait confiance au marché, et qui en plus a eu 30 années pour être mise en œuvre avec les résultats que l'on sait. Montée des inégalités, chômage de masse, et il y a un moment presque comique. C'est quand il mobilise ces jeunes marcheurs pour présenter le diagnostic de la France, parce qu'il aime bien parler en termes de diagnostic, M. Macron. Il a des parents médecins, on a bien compris. Hein, l'ordonnance, ça lui parle. Et maintenant, il dit dans une interview à Ruth El-Krief, il dit les hommes politiques, vous prescrivez en permanence des ordonnances, comme si votre médecin, et je le cite, vous donnez 2 corticoïdes et un aspégique. Fermez les guillemets. Hein, c'est lui qui dit corticoïdes et aspégique. Hein. C'est pas moi. Eh bien, d'une certaine manière, M. Macron, quand ses représentants, ou ses marcheurs, comme il dit, c'est-à-dire qui ont fait du porte-à-porte pour voir s'il y a un segment de part de marché à prendre électoral, explique que la France est inégalitaire, il y a du chômage et autres, ce qui est complètement paradoxal, c'est que la potion du docteur Macron va aggraver le diagnostic que ses propres marcheurs sont en train d'énoncer. Alors je me dis, soit M. Macron ignorait ce diagnostic, alors il a habité sur Mars ces dernières années, on n'était pas au courant, soit c'est vraiment un concours d'hypocrisie un peu inquiétant, si vous voulez. Donc, ce livre a eu pour vocation, de la manière la plus pédagogique, si vous voulez, pour terminer, eh bien, de prendre chacune de ces phrases et de montrer que, confrontés aux faits, à la réalité, ces propos ne tiennent pas, économiquement parlant et socialement parlant. Et c'est pour cela qu'on a voulu, avec mon co-auteur, faire des chapitres très brefs.
pour permettre à saisir ces différentes phrases. Et j'attends avec impatience la suite, parce qu'il y aura d'autres discours qui se préparent, et même, paraît-il, des livres que je vais lire. Je vais lire Macron jusqu'au bout. Et je pense qu'il va connaître le destin, à mon avis, de candidats sur lesquels on avait beaucoup misé à une époque, et qu'aujourd'hui on a oublié. Type Alain Madelin, type le candidat de TF1, Édouard Balladur. C'est comme ça qu'on l'a appelé aussi dans les années 90, le candidat de TF1. Et je pense que M. Macron, même, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce livre, parce que c'est la beauté de l'éphémère. Hein. C'est-à-dire que bientôt, il ne sera plus peut-être tellement là, mais parce qu'on pense que, ça y est, il va faire le hold-up présidentiel. J'y crois pas 5 minutes. Mais peut-être que les faits vont me démentir. Donc, Macron, j'ai envie de dire, il faut en finir. Je pense que la France mérite mieux que ça. Et il est important de bien faire cet effort pédagogique, d'indiquer que ni économiquement, ni socialement, il nous apporte des réponses satisfaisantes. Alors comme aujourd'hui on le taxe un petit peu d'un libéralisme échevelé, que il est, comment dire, le résultat, où il est lié à une certaine finance, alors maintenant dans ses derniers discours il essaye de rendre ça plus sympathique, plus soucieux des inégalités, mais il ne faut pas être dupe et penser aussi à ces phrases. Lorsqu'il n'était plus en situation de contrôle et qu'il s'est retrouvé face à ses ouvriers, qu'il a dit « Bon, t'as qu'à bosser si tu veux mon costume, hein ?» Bon, d'une certaine manière. Là, il y a aussi l'expression, oui, si je dois employer un terme peut-être un peu ancien, d'un mépris de classe, qui est la sienne. Donc, voilà, alors, je vous dirais, pour terminer, Macron, il est intéressant vraiment pour ça, pour ce qu'il nous dit sur un état du débat politique, ce qu'il nous dit aussi sur les idées du moment, et en même temps, économiquement, c'est extrêmement, je suis désolé de le dire, c'est pas par prétention, mais dans les propositions, c'est très pauvre. Vraiment, c'est très très pauvre. C'est-à-dire que tout ce qu'il préconise ou ce qu'il met en avant, on l'a plus ou moins mis en place depuis 30 ans. Donc, je trouve que, électoralement même, redonner un crédit à une politique qui a déjà été tentée, ben, je trouve ça un peu regrettable, et persévérer dans ce genre de choses, c'est un peu diabolique. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire avant d'engager la discussion avec vous sur chacun d'autres points économiques si vous souhaitez. Je vous remercie. Merci Frédéric. Le débat est ouvert, c'est Raoul qui l'anime comme d'habitude. Je vous en prie. Ouais, bon, je trouve ça très intéressant comme approche, mais c'est vrai que j'apprends pas grand-chose. Et quand on prend le parcours de quelqu'un comme Macron, je dirais son cursus, ne serait-ce que sa formation, là où il a été, c'est-à-dire une sorte de haut fonctionnaire protégé du fait de son succès à l'ENA, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus, quoi. Pas plus qu'on parle. Vous parliez de Juppé, c'est à peu près le même résultat, mais ils ont la même formation, ils ont les mêmes bases. C'est pas des gens qui ont une culture politique et qui n'ont même pas de culture de la société française ou de la réalité française. Ils vivent sur une autre planète, ils pensent faire de la politique, mais avant tout, ils la font principalement parce qu'ils sont un peu, comme vous le disiez, dans une situation protégée. Ils sont complètement protégés sur des réseaux collectifs, mais quasiment à vie, ils tiennent des discours, je dirais, mais qui sont un peu effrayants, mais qui ne me surprennent pas. Hein. Non, je dirais, si vous voulez, ça a été tout le défi de ce livre, c'était de mettre du plein dans le vide. À l'origine. Oui, c'est-à-dire que, pourquoi Macron, je dirais que, en fait, il représente, ou il défend un modèle économique qui fonctionne pour un petit nombre, en fait. C'est-à-dire, c'est un modèle économique qui est non inclusif, c'est-à-dire que le plus grand nombre ne sera pas concerné. En fait, le modèle de Macron, c'est mondialisation, métropolisation. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est une métropolisation, c'est-à-dire qui en profite? Les grandes villes. Par exemple, en France, dans la population active, il y a 15% de cadres, 43% d'entre eux vivent en région parisienne. Voilà, par exemple.
Donc, et l'Île-de-France produit par exemple 30% du PIB français. Bon. Eh bien, si vous voulez, c'est un modèle qui fonctionne pour certaines grandes métropoles, pour qui la mobilité a un sens, alors que pour d'autres, la mobilité, c'est une précarité. C'est même pas une mobilité. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est là ce que je dis et qui est très important, c'est que même si il se rate politiquement, comme d'autres, il sera récupéré d'une manière ou d'une autre, comme on voit par exemple les commissaires européens qui arrivent à trouver des parachutes dorés. Monsieur Barroso a compris qu'il fallait prendre la route des États-Unis c'était utile, hein, il l'avait fait pendant tant d'années officieusement, mais non, officiellement il tourne pour Goldman Sachs. Bon, mais donc d'une certaine façon, c'est ça qui est préoccupant, c'est que le débat ou la situation politique de notre pays met en avant des personnages qui répètent toute une série de discours déjà produits par d'autres et mis en œuvre par ceux-là. Je veux dire, peut-être quand M. Juppé arrivera à la présidence, il réussira à faire ce qu'en 95 il n'arrivait pas peut-être à faire, je ne sais pas. Donc, c'est ça qui m'a préoccupé, c'est pour ça que je me suis intéressé à Macron. Parce qu'en fait, c'est inquiétant, parce que si la vie politique était peut-être plus dynamique, j'arrive pas à trouver le bon terme, normalement on ne devrait jamais en parler. Vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'on dirait, bon, c'est ça la nouveauté. Bon, allez, tournons la page, passons à autre chose. Et c'est lui qui occupe le devant de la scène. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est intéressant, parce que si encore économiquement, ça nourrissait des débats incroyables, j'aurais dit, bon, en avant pour des discussions touffues, denses, d'un point de vue économique. Mais non. C'est ça qui est effrayant dans cette histoire. L'histoire que, par exemple, quand il dit des bêtises comme ça, par exemple, la grande différence entre la France et le Royaume-Uni dans les années 80 ne va pas assurer les réformes de l'époque. Mais quand on connaît à minima l'histoire de la France de 80 à nos jours, hein, c'est pas du Moyen-Âge à nos jours, dire qu'il n'y a pas eu des transformations majeures dans les relations du travail, dans la sécurité sociale, dans l'organisation de l'État, etc., et que depuis 80, la France de 2016 égale la France de 1980, mais où on a habité en fait? Enfin, on était où pendant 30 ans en fait? C'est nulle part. Donc si vous voulez, on peut pas dire... Le problème, c'est que les Français ont supporté des tas de réformes, mais c'est la substitution de l'idée de progrès par la modernisation, parce qu'on nous dit qu'il faut moderniser l'État. Mais ça veut dire quoi, moderniser l'État? Plus de fonctionnaires, moins de fonctionnaires, plus de missions, moins de missions. Qu'est-ce donc? Donc, les Français ont supporté, pas tous les Français, pas de la même manière, une série de réformes sans qu'on leur dise où on les amène, si ce n'est quoi? Il faut s'adapter à la mondialisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'assertion? C'est le vide incarné. Et donc, moi, pourquoi j'ai dit inquiète? Parce que je me suis dit avec mon collègue, mais comment ce type qui nous ressort des vieilleries sur la flexibilité, qui reprend les discours de Kessler, les riscophiles, les riscophobes, toutes ces choses-là, on nous dit, oh, regardez, voilà l'homme moderne. Et quand je vous cite ces phrases de 1834, vous les rendez avec des phrases un peu moins vieillottes dans leur formulation, c'est là. Et en fait, on profite d'une certaine ignorance peut-être de l'histoire pour nous refourguer des vieilleries sans intérêt. Par exemple, sur l'équilibre budgétaire, Léon Blum parlait de fétichisme budgétaire. Voilà. Donc, c'est ce que disait l'économiste américaine Joanne Robinson. Si effectivement, pendant la Grande Dépression américaine, tous les chômeurs américains, c'était une volonté de ne pas aller travailler, elle avait dit cette phrase que j'ai trouvée amusante, alors il faut croire qu'il y a une épidémie de paresse qui s'est abattue sur les États-Unis. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont plus jamais voulu bosser, la paresse est tombée sur les États-Unis et tout le monde a dit je reste à la maison. Vous voyez? Et en fait, pourquoi, pour moi, l'économiste que je suis, l'histoire c'est fondamental, pour une raison simple, c'est que grâce à l'histoire, ça nous permet de donner une perspective et de se rendre compte que les débats qu'on met en avant sont des débats déjà rabattus 1000 fois. J'ai 3 questions. Jean-Marie, avec les points. Oui. Trois petites choses. Premièrement, quid de la filiation évoquée parfois dans les médias entre le cher Emmanuel Macron et Michel Rocard. Deuxième, c'est que Bertrand est très attaché à Michel Rocard. Ah oui, c'est pour créer de la polémique ce soir. Deuxième, je suis pas attaché à Michel. deuxième élément,
les réseaux Macron, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? D'accord. Qui sont ces gens qui vont à Strasbourg? Comment sont-ils, comment va-t-on les recruter, si j'ose dire? Troisièmement, puisque vous avez accompli avec héroïque, en effet, en disant Emmanuel Macron, avez-vous fait autre chose que l'économisme à deux balles? Et notamment, quand même, qui veut être président de la République doit avoir un discours au moins diplomatique, un discours culturel, enfin bref, il ne doit pas parler que d'économie. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est au courant et est-ce qu'il existe un nombre de discours dans ces domaines? Voilà, merci. Bon, alors je vais répondre, je vais essayer d'être rapide, ce qui n'est pas ma qualité première. Bon. Alors tout d'abord, je vais répondre avec un brin de provocation et ensuite un peu plus sérieusement. Quid de la filiation Rocard-Macron? Je dirais d'une formule, et après je vais devenir sérieux, je vais reprendre la formule de Chevènement, c'est la gauche américaine. Mais bon, là c'était pour la formule un peu de provocation. Bon. Plus sérieusement, oui, y a-t-il une filiation? Elle ne me paraît pas complètement idiote parce que c'est... alors je ne veux pas faire offense à la deuxième gauche qui est quand même, si vous voulez, un peu plus élaborée et plus de pensée que celle de Macron. Mais cette idée, je dirais que cette idée qu'il faut se réconcilier avec le marché, que d'une certaine façon, si vous m'avez dit il y a une affiliation intellectuelle avec Chevènement, j'aurais dit c'est pas possible. Même si Chevènement de temps en temps bizarrement trouve que Macron il y a des choses intéressantes à dire, mais bon ça c'est autre chose. Bon, mais en tout cas, ce souci, si vous voulez, de la séparation État, société civile, la réconciliation du marché, de l'État qu'on peut retrouver chez Rocard, il y a un peu ça. Je dirais moins Rocard que la fondation Saint-Simon du début des années 80. C'est-à-dire un petit peu les notes qui disaient il fallait mélanger, même si je trouve que la Fondation Saint-Simon a fait de très belles choses, mais où il est important que se mêlent des universitaires, des entrepreneurs, ce genre de choses. J'ai l'impression que chez Macron, il y a un petit peu, il va chercher dans cette direction. Ça me donne ce sentiment. Et visiblement, il a été présent aux obsèques de Michel Rocard, il a fait un discours sur Michel Rocard, qui trouvait qu'il y avait le fameux parler vrai de Michel Rocard, l'affiliation un peu européenne d'une certaine manière. Bon, il cherche, Macron, si vous voulez, une grande figure un peu tutélaire. Et comme Rocard, à gauche, a une certaine place, c'est bien qu'il se mette sous cette tutelle-là. Et moins sous le côté, Chevènement, parce que de toute façon, Chevènement... je trouve qu'il est un peu ambigu parfois avec Macron. Donc, c'est pas mal d'avoir ça comme référence, parce que c'est une référence appréciée, c'est quelqu'un de jugé important dans la gauche contemporaine, donc c'est évident que avoir Rocard ou s'attacher à Rocard peut apparaître comme quelque chose, comme un gage de sérieux, si vous voulez. Bon, alors j'essaie d'être calme parce que je suis effectivement pas très proche des pensées de Rocard, je veux pas être trop méchant, donc je dis rien. Les réseaux Macron. Alors vous avez plein de choses, des réseaux Macron. Il y a beaucoup de choses autour de Macron. Et qui va aussi dans ces meetings. Bon alors, on va essayer de répondre à ça, et ensuite à l'économisme à deux balles. Bon. Alors Macron, il a des soutiens évidemment qui viennent de ses anciens réseaux, puisqu'il venait de la banque Rothschild entre autres. Il y a également des gens de la grande distribution, il y a aussi des réseaux de communication. Récemment, il y a quelqu'un, son nom va me revenir, d'Altis, qui va venir le soutenir pour lui apporter son réseau com. Donc, monde des affaires, grande entreprise, finance, banque, un ancien industriel très âgé dans les supermarchés aussi, qui a à peu près plus de 90 ans, qui a aussi le soutien, et son nom m'échappe à l'instant. Oui, voilà, qui l'aide. Bon, donc, si vous voulez, c'est une espèce de galaxie assez vaste qui va de la grande entreprise au monde de la com, au monde de la finance. Hein, c'est une espèce de galaxie assez large. Bon.
Et c'est vrai que d'un point de vue de la communication, il y a des choses qui marchent bien. C'est-à-dire, il est là avec son algorithme pour essayer de voir qu'est-ce que pensent ces 25 000 questionnaires. Il devait y en avoir 100 000. J'aime bien quand il dit « c'était 100 000 conversations ». J'adore quand il dit ça. Et finalement, c'est 25 000. 25 000 conversations. Donc, et c'est évident que... Alors, il dit qu'il a 80... J'ai regardé ça hier soir. Il doit être à 84 000 ou 85 000 adhérents. Quelque chose comme ça. Parce que tous les jours, quand vous allez, il y en a un de plus. Vous savez, c'est un peu comme dans un téléthon. C'est-à-dire, on voit combien les gens ont mis d'argent pour soutenir l'activité. Donc, alors, qui il vise? C'est évident que le public de Macron, il se recrute moins dans le monde des ouvriers et des employés. Ça, c'est comment dire, c'est certain. Alors c'est un peu ennuyeux parce que comme c'est les deux CSP les plus nombreux, c'est les ouvriers et les employés, je veux dire, un c'est 5,5 millions, les employés c'est plus de 7 millions. Donc c'est les deux plus gros morceaux. Donc pas mal dans les professions intermédiaires, aussi dans une certaine frange de la jeunesse, des étudiants, dans les écoles de commerce, ça aussi il a pas mal de relais. Ça, c'est sûr. Aussi, on peut le trouver également dans la petite entreprise. Également, on peut trouver aussi des relais Macron là-dessus. Mais c'est plutôt... il voudrait être un mouvement populaire. Mais ça, c'est pas pour demain encore. Donc, c'est plutôt cadre, profession intermédiaire, certaines franges de la jeunesse, mais qui réussit. Et parfois, il tombe dans les stéréotypes. Donc, quand dans les marcheurs qui arrivent, il veut se montrer le représentant de la France, comme il dit, diversifié, pluriel et autres. Et quand il va montrer un jeune en difficulté, il va prendre un étudiant avec des origines maghrébines qui habite dans le 93. Je trouve que ça fait vraiment stéréotype, si vous voulez. C'est-à-dire que comme si forcément dans le 93, c'est ce type de population et pas autre chose. C'est étrange, cette façon de présenter les choses. Donc il cède pas mal à un petit peu, je trouve... Enfin, il faut voir les gens qu'il met en avant. Par exemple, celui qui a animé sa formation, son discours à Strasbourg, c'était un entrepreneur qui n'arrêtait pas de commencer les phrases comme ça, en disant « C'est dingue ce soir l'énergie, c'est dingue ce qui se passe ici, c'est dingue ». Il a répété 4 fois. J'ai écouté jusqu'au bout, je fais des efforts. Et il dit ça tout le temps, c'est dingue. Et il dit oui, d'habitude, moi je suis dans des réunions d'entreprise, il fait comme ça, ouais, d'habitude je suis dans des réunions d'entreprise, là quand je vois toute cette énergie, c'est fou, ces gens, moi aussi, j'ai un peu les boules de parler, pas comme ça. Bon, d'accord, ok, bon, très bien. Et puis, il dit on va les appeler, ils ont un peu peur, mais on va les applaudir, ça sur un ton quasi hystérique, enfin si vous voulez, c'est un peu étrange, quoi. Et puis à la fin, il y a Macron qui arrive, évidemment il n'est pas sur l'estrade, il est au milieu. Comme ça, de ses disciples, il va distribuer le pain et tout ça. Alors, donc, le pain flexible. Bon, alors, donc voilà, vous voyez que ça soit... Donc, et puis aussi, il y a des élus. Par exemple, à Lyon, il y a Gérard Collomb qui est là avec lui, qui le soutient. Donc, il y a Madame Brick. J'ai fait face chez Sonia Mabrouk sur LCP, j'étais face à Nicole Brick. Nicole Brick, quand elle parle d'Emmanuel Macron... je crois que je vais m'en aller, parce que c'est une déclaration d'amour dans 5 minutes, quoi. Donc, je me dis, je suis trop, quoi. Il faudrait que je m'en aille. J'ai rien à faire là. Donc, des élus socialistes qui se disent, peut-être que si Macron réussit le hold-up, on n'est pas au chômage. Mais, ce qui est une stratégie politique. Donc, alors, il y a ça. Il y a ces réseaux-là. En Angleterre, il a été retrouvé des réseaux aussi qui sont liés à la finance de marché. Bon, ça me choque pas. Bon, c'est son univers professionnel, après tout. Je veux dire. Quant à l'économisme à 2 balles, qu'est-ce qu'on trouve chez Macron? Alors, il y a un seul texte où, comment dire, j'ai l'impression où il a essayé de se donner une certaine ampleur. C'est un texte qu'il a donné à la Revue des Deux Mondes. Parce que j'ai traqué, je me suis dit, il y a peut-être des textes un peu épais, quelque part. Je ne trouvais pas. Et donc, il a où il nous a parlé que il y avait le rêve français de l'égalité, le rêve français de l'Europe, où il a essayé de donner une ampleur à son propos. Il a expliqué qu'on était malade de l'égalitarisme, que l'Europe devait rester notre horizon. Bon,
où, lors de son discours, il nous a expliqué qu'il fallait moraliser la vie politique, que tous ceux qui avaient été condamnés d'une manière ou d'une autre ne devaient plus réapparaître sur la scène. Bon, c'est une manière d'éliminer ses candidats, je comprends. Je veux dire, ainsi Sarkozy et Juppé s'en vont, donc c'est pas mal. Donc, et honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais j'ai du mal à trouver quelque chose qui donne une forme de projet ou d'idée ou de profondeur réelle, à part, voilà, il nous a expliqué que voilà, il fallait moraliser la vie politique, il fallait que tous les ans le président de la République, ou presque tous les ans, se présente, non pas comme un mandat impératif, mais dise où il en est dans ce qu'il fait. Honnêtement, j'ai du mal à voir quel est le projet général, à part sinon de saisir la France comme une vaste entreprise qu'il s'agit selon lui de redynamiser, pour devenir compétitive et gagner des parts de marché. Et tout en tenant un discours faussement social, qui est d'égalité, par exemple, en disant oui, il faut donner des opportunités à chacun pour réussir. Il y a une espèce de vernis, on va dire. Mais honnêtement, hein, j'ai beau regarder, je trouve qu'il y a du vernis, mais il n'y a pas de contenu. J'aime pas dire ça parce que ça fait méchant, mais c'est bon, le sentiment qui me hante. J'aimerais me tromper, j'attends ses prochains discours avec impatience. Je veux qu'il me démente. Excusez-moi, mais vous le présentez comme s'il était une opération de propagande, finalement, sur une double face, et qu'il était agi par des motivations beaucoup plus profondes auxquelles on n'a pas accès, finalement. Non, pardonnez-moi, je dirais, excusez-moi, mais je dirais pas ça. Je pense que, légitimement, voilà, il est intéressé par le pouvoir, et ça me choque pas, c'est un homme politique, s'il voudrait avoir accès au pouvoir, peut-être. Après, qui croit qu'effectivement son désir de libéralisme, ça puisse être efficace, c'est ça qui apporte la réponse. Je veux bien croire qu'il est sincère, qu'il y croit. Il peut être sincère et être tout à fait aidé dans sa démarche en profondeur vers être porté en fait finalement par tous ces réseaux, par tout ça. Il est très utile finalement. Il tend à faire accepter deux faces inconciliables pratiquement. Oui, mais je pense que. Enfin, moi, ça ne me choque pas en tant qu'économiste. L'économie, c'est une affaire de rapport de force aussi, une question d'intérêt. Tout le monde ne va pas dans la même direction. Qui porte un certain projet qui peuvent paraître satisfaisants pour certains, ne heurte pas. Et puis si après, il y a les rapports de force qui permettent à ces projets de se mettre en œuvre et que l'électorat le veut, il faut être un bon démocrate et l'accepter, c'est tout. Point. Je veux dire, si le corps électoral souhaite et pense que les préconisations d'inspiration libérale qui font davantage confiance au marché que propose M. Macron, c'est la bonne réponse et que le peuple français le souhaite, eh bien il faut se soumettre. On n'a rien à dire. C'est le peuple qui décide. Point. Donc, mais je pense qu'il est sincère, qu'il croit dans ce qu'il fait. Je ne pense pas que ce soit un escroc, c'est pas ça. Mais je pense qu'il porte des idées qui ne sont pas à la hauteur des défis du moment. Voilà mon sentiment, et qui propose qu'on continue comme avant. Peut-être en aménageant, en apportant 2-3, je veux dire, compléments cosmétiques peut-être un petit peu dans la moralisation de la vie politique, peut-être quelques gadgets. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire de Balladur quand, en 93, il veut faire ce contrat d'insertion pour les jeunes, qui était une espèce de SMIC jeune avant. Les gens sont dans la rue, la jeunesse n'est pas contente, finalement il le retire et il dit « je vais faire une grande consultation auprès des jeunes pour savoir ce qu'ils veulent ». Il fait une grande consultation, et qu'est-ce qui est sorti de ça? Une carte jeune, pour permettre à la jeunesse de l'époque d'aller un peu moins cher au cinéma, ou je sais pas, ou dans des musées. La belle affaire, hein. Ça valait bien la peine de faire cette consultation jeune pour sortir la carte jeune. J'ai peur que Macron, ça soit un peu ça. On va faire des grandes consultations et ça finit avec des petites cartes jeunes. Oui, mais dans ce sens... Attendez, pas tout le monde à la fois. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit, c'est la modernité vide. Je crois que ça, c'est vraiment un syndrome européen qui est très étroitement lié au système européen. C'est-à-dire que l'Europe vidant de tout contenu le débat politique, les deux grands partis qui alternent au pouvoir traditionnellement conservateurs, sociodémocrates, se retrouvent sur des positions identiques et donc ils ont besoin de leur. Et alors, là tu
tu as mis en rapport Macron avec ce qu'il y a eu avant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre en rapport à l'horizontale, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, évidemment, je vais vous parler de la Grèce, mais ça me paraît très proche de ce qu'a été le phénomène Potami en Grèce. Oui. C'est-à-dire un type qui sort des médias, alors là, il sort de la banque, mais il est promu par les médias, et qui tient un discours de modernité totalement vide, qui se présente comme une fausse alternance. Alors, je ne sais pas si Christophe, je sais pas où il est, pourrait dire la même chose sur Ciudadanos. Tout à fait, c'est ça m'a fait. Voilà, mais moi c'est exactement ça, les deux parallèles, Potami et Ciudadanos, m'ont sauté aux yeux quand j'ai commencé à voir émerger Macron. Et je trouve que c'est vraiment un syndrome européen, Macron. C'est pas seulement un truc national, c'est vraiment... Et on peut dire la même chose avec Renzi, qui... Alors, Renzi, c'est pas à l'extérieur d'eux, c'est à l'intérieur d'un des grands partis d'alternance. Et en même temps, il fait un coup d'État à l'intérieur du Parti démocratique pour s'emparer du pouvoir, ce qui est assez proche de Macron, avec une image de jeunesse uniquement fondée sur le physique. Ça aussi, c'est intéressant, ça me semble intéressant. Si tu veux, c'est le recyclage du lecanoïtisme des années 60, le sourire Colgate et le côté avenant. Voilà, donc c'était tout. Mais pour réagir, Olivier, à ce que tu dis, et je te suis, c'est que on peut trouver la version aussi vieillie de Macron, c'est Mario Monti. Je veux dire, pendant l'intermède, plus encore que Renzi. C'est évident que, comment dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que, en plus, que ça soit Renzi ou les autres exemples, la recette européenne qui est prescrite d'ailleurs dans les GOP, les fameuses grandes orientations de la politique économique ou le semestre européen, c'est exactement ce qu'on retrouve dans El Khomri-Macron, puisqu'on sait très bien que El Khomri, l'acteur derrière El Khomri, c'est plus Macron qu'El Khomri, parce que El Khomri était juste pour assurer la galerie. Et que lorsque vous lisez les recommandations du semestre européen, du Conseil européen pour le semestre européen de février 2016, qui expliquent à peu près ce qu'on va retrouver dans Macron et El Khomri avec ses autobus, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine façon, oui, on est dans une situation, et je suis d'accord avec toi, de cette modernité vide. À partir du moment où le cadre européen dit, bon, monnaie, budget, ça, c'est autre chose, c'est pas votre affaire, et il n'y a que ces fameuses réformes structurelles dont on nous parle tout le temps, eh bien, on trouve des déclinaisons de ça, un peu partout, mais qui continuent ce qui était fait avant, et c'est pour ça que je pense qu'on arrive à une politique qui ne discute plus d'idées, mais à une espèce de bavardage sur, oui, le physique, l'âge, des considérations pareilles, mais il n'y a rien dans le fond. Et ce que je trouve terrifiant dans l'affaire, comme il n'y a rien dans le fond, et qu'un discours d'opposition un peu plus structuré n'apparaît pas, c'est à ce moment-là, à mon avis, que la porte devient encore plus ouverte pour des aventures plus extrêmes. Parce que, bon, ce bavardage, version Potami, bavardage Renzi, bavardage espagnol, voilà. Et je crois qu'effectivement, c'est un bon symptôme européen. Et une européanisation problématique, c'est-à-dire une européanisation toujours par la négative. C'est ça que je trouve plutôt inquiétant. C'est pour ça que je trouve que Macron, vraiment, là, à la sortie de ce livre, même si moi je m'intéresse aux questions économiques, vraiment il doit être, et je pense, pourquoi si j'ai des interventions à faire là-dessus, de plus en plus à ce niveau-là, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il signifie d'un état de la politique, quoi. Je crois que Christophe, vous voulez... Si, on reviendra après sur l'Espagne. Oui. Oui, je veux revenir sur la culture politique de Macron. Il y a plusieurs choses. On a évoqué Michel Rocard,
C'est vrai que le milieu rocardien, Gauchet disait dans les années 80, enfin en privé, hein, que Rocard n'avait pas lu un livre depuis 20 ans. Que quand on écoutait Rocard, on se souvenait de choses qui traînaient dans les années 60, quoi. Voilà. Donc c'était déjà une amorce de déclin dans l'intellectualité, mais c'est vrai que le milieu rocardien était fait de gens qui étaient cultivés. Il y avait une cohérence, une conscience historique. Pensons à quelqu'un comme Jacques Julliard, qu'on a reçu assez souvent ici, ou pour la Fondation Saint-Simon, Rosan Vallon, qui a fait une œuvre considérable quant à l'histoire politique du pays. Il y avait notamment une grande histoire du suffrage universel. Tout ça était très solide, hein, et dans la Fondation Saint-Simon, qui était honnie dans les milieux souverainistes, il y avait un travail intellectuel qui se faisait. Là, ce qui est frappant, chez Macron et chez d'autres, hein, Juppé, Fabius, les gens également de cette génération, c'est qu'ils ont une culture politique. D'abord, ils ont fait l'ENA, ils ont fait une agrégation de lettres pour les uns, pour Juppé, je crois, l'ENA pour Fabius, qui a peut-être fait normal aussi. Oui, il a fait normal sup. Et Macron, il a fait de la philosophie. Il prétend avoir été l'assistant de Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur disait que Macron était nul, que ce jeune homme ne s'intéresse qu'à l'économie. Bon, alors il a fait des notes de bas de page dans Temps et Récit, mais c'est pas ça être l'assistant d'un philosophe. Quant à trouver, et même si c'est vrai, même si Ricoeur lui a parlé autrement qu'à un type qui rédige des notes, il n'en reste strictement rien. C'est-à-dire que Macron a fait de la philosophie, il est allé jusqu'au DEA, je crois, il a préparé Normal Sup, donc on apprend énormément de choses dans ces écoles, hein, en Hippocagne, en Cagne, c'est considérable. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'en reste rien. On voit des textes, sauf il y a un truc qui reste, bon, j'en parlerai après, parce que ça fait jaser dans le milieu royaliste, mais sinon il ne reste rien. Que des phrases, justement. Le fait que vous ayez retenu des phrases et non pas des textes est extraordinairement significatif. Alors qu'il trouve malin, habile de balancer des phrases plutôt que de faire des tribunes libres dans le monde, bon, mais ordinairement, enfin, il pourrait de temps en temps se livrer et énoncer un certain nombre de choses un peu plus solidement ancrées dans la pensée, que ce soit la pensée économique ou la pensée philosophique. Et ça, c'est toute une génération qui apprend beaucoup, y compris à l'ENA. Un jeune qui prépare l'ENA en ce moment vient de sortir pour les travailler, mais on apprend beaucoup quand on prépare l'ENA, quand on est à l'ENA, on apprend beaucoup, y compris de l'histoire. Enfin, je pense que c'est toujours comme ça maintenant, mais dans ma jeunesse, les gens qui faisaient l'ENA avaient une solide connaissance de l'histoire, au moins des 2 derniers siècles, et de l'histoire diplomatique, et tout ça disparaît. Et on retrouve plus que des choses assez misérables. C'est consternant. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, oui, ce sont des phrases, et c'est des phrases qui ont été pensées avec l'idée qu'on vit à une époque où il faut écrire en 140 ou 150 signes. C'est-à-dire que c'est des phrases certainement dictées par des cellules de communication, dont on savait très bien qu'elles allaient être diffusées d'ici de là, et même des phrases où on pourrait attendre un discours qui l'accompagne. Parce qu'en fait, l'effort que j'ai fait, et que nous avons fait avec mon co-auteur, c'est qu'on a toujours essayé de se dire quel est le texte qui entoure ces phrases. C'est-à-dire ne pas prendre la phrase séparée du reste du texte, pour essayer de voir à quelle occasion. Bon, par exemple, quand il dit qu'il y a un conservatisme de gauche qui ne veut pas la réforme,
je pensais au départ, quand je l'avais récupéré, cette phrase, que ça s'inscrivait dans un texte plus vaste sur l'idée de conservatisme, de réforme, de gauche. Ça a été dit à quel moment? Quand, évidemment, la gauche au pouvoir est exaspérée de cette espèce de guérilla parlementaire et que la loi El Khomri ne passe pas et qu'on va se dire, bon, allez, on va attaquer au 49.3, Macron, dans une espèce d'interview, dit ça. Hein, vous avez un conservatisme de gauche. Alors on attend, peut-être qu'ailleurs, il va redévelopper la théorie. Et finalement, ce discours, c'est un discours, et pour faire écho à ce que vous êtes en train de dire, qui est extrêmement paresseux. Et moi, le discours paresseux, je peux vous le faire. Le monde a changé, la France se crispe sur son modèle, ne comprend pas qu'il faut s'adapter, elle est en retard, elle est marquée par des corporatismes nombreux, on ne comprend pas que le monde change, qui sommes-nous, il faut se projeter dans l'Europe, les autres ont su faire les réformes, on n'a pas su les faire, si on les fait, on connaîtra une croissance durable, mais on est quand même crispé, donc voilà, et que d'une certaine manière, lorsqu'on va consentir à l'ouverture, on comprendra alors, comme nos amis allemands et nos amis anglais, qu'on connaîtra une croissance. Mais la France refuse le changement, vous connaissez ce pays conservateur, et voilà. Et à partir de là, l'Europe nous indique le chemin à suivre, nous refusons à le faire, alors que tous les autres le font, flexibiliser le marché du travail, réduire les dépenses publiques. On ne peut plus dépenser comme ça, ce n'est plus possible à l'heure du XXIe siècle. Et voilà. Et après, vous déclinez ça de mille façons, et on dit, oh, qu'est-ce qu'il dit? Non, il célèbre le néant, mais tout va bien. Et cette soupe, vous pouvez la sortir à tout moment, en dîner en ville, sur un plateau télé, dans un débat et autres, et prendre un air très grave, comme s'il se passait quelque chose d'essentiel, et vous allez dire, eh bien voilà, notre avenir est dans l'Europe, mais nous sommes crispés, hein, nous refusons de changer. Et pourtant, le monde bouge, c'est la BNP en fait. Parce que le monde bouge en fait, c'est ça, c'est la BNP, le CIC, c'est son univers, si vous voulez. C'est fait comme une bulle spéculative, mais ça crève à la fin. Voilà. Mais je peux vous le faire, ce discours, mais dans tous les domaines. Et ça marche, mais tellement bien. Et puis il faut mettre 2-3 mots d'anglais là-dessus, je vous le fais parce que c'est quand même sympa. C'est génial, parce que sans les mots d'anglais, vous faites vraiment un peu... Allez, on va dire en moins en anglais. Has-been, n'est-ce pas? Alors, eh bien, il faut comprendre dans le changement la nécessité de mettre en œuvre des process. Voilà. Alors on dit comme ça, oh, process, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Voilà, c'est impressionnant. Voilà, les bonnes pratiques, mutualiser tout ça dans un benchmarking, vraiment, c'est important. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? C'est une espèce de novlan qui ne veut rien dire, qui est en caoutchouc, qui est absolument insupportable. Et ça marche comme ça. Mais moi, si vous voulez, je peux faire un grand moment de schizophrénie et de reprendre ça et je vous fais le discours de tout à l'heure. Ça marche tellement bien. Et en plus, ça évite de penser. Donc même si vous avez une grosse journée de travail, c'est très bien, vous appuyez sur on, ça déroule tout seul. À aucun moment vous sentez que vous allez avoir un Doliprane à portée de main parce que c'est trop dur. Non, c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus. Parce qu'en fait, tellement d'éditos, quand vous le lisez, vous voyez qui? Éric Le Boucher. Quand vous le lisez, Le Parmentier. Quand vous lisez Pierre-Antoine Delorme, il y a tout ce qui défile. Barbier, Bouzou, des tas. Et comme ça vous dites, vous avez lu Bavrez, vous pouvez lire Macron, et comme ça vous dites, bon allez, le masochisme c'est bien, j'en lis qu'un seul, pas 15. Vous voyez? Donc c'est plutôt sympa. Donc moi j'ai dit, allez, je suis maso, j'en lis un, mais j'arrête de lire Bavrez, Bouzou, Barbier, avec son écharpe rouge, qui prend un air comme ça hyper savant, alors qu'il est en train de nous dire du vide. Bon, c'est bien. Vive le vent d'hiver. Madame, vous avez demandé, après vous, et après Christophe. Ce qui m'étonne vraiment, c'est de sentir à quel point c'est un pantin, et je voulais plus savoir, enfin, davantage intéressé, c'est de savoir vraiment qui est derrière, parce que il a été propulsé au ministre de l'économie quand même, et qu'est-ce qui a fait que Hollande, par exemple, l'a poussé, et que pourquoi il est parti si vite en fait, enfin il n'a même pas fait 2 ans, pour tirer ailleurs. On a vraiment j'ai vraiment l'impression d'être un pantin. C'est pas lui qui maîtrise ce qu'il dit, ce qu'il fait. Bon, je vais essayer de répondre à ça. Bon, comme on le disait à l'instant, oui, il a une formation sur le papier qui n'est pas ridicule. Il a fait l'école nationale d'administration,
c'est un fonctionnaire, ensuite il a travaillé dans le milieu de la banque. Bon, c'est quand même quelqu'un qui dispose d'une certaine compétence et qui aime bien mettre en avant. C'est très amusant d'ailleurs comment il se met en avant. Parce qu'il dit, mais non, moi je suis pas un héritier, j'ai travaillé pour réussir. C'est ce côté bon élève à l'école, quoi. Moi aussi j'ai fait ma disserte. Bon, d'accord. Mais oui, tu l'as fait tout seul, t'inquiète pas, c'est pas papa qui a fait la disserte. Bon, mais... Et... François Hollande, effectivement, l'a mise en avant, l'a donné une opportunité, parce que il a été une sorte de conseiller avant d'apparaître comme le ministre de l'économie, et c'est là où je me dis, s'il a joué ce rôle de conseiller, c'est un peu inquiétant. Alors je me dis, soit M. Hollande n'avait plus trop de talent disponible et tout le monde avait quitté le navire PS, parce que au moment où il y avait quelque chose d'essentiel à jouer pour François Hollande, c'est-à-dire lorsqu'il est son conseiller, c'est-à-dire la renégociation du TSCG, c'est-à-dire du traité européen, et puisque Hollande s'était engagé là-dessus, qu'il fallait sortir, je dirais, de l'austérité, même si la France n'applique pas pleinement, parce que vous savez qu'en Europe, la grande préoccupation, c'est la créativité comptable, puisque de toutes les façons, les règles qui sont proposées sont intenables, donc tout le monde ment, et tout. Quand on est un petit pays, on se fait tabasser, mais sinon les autres le font, mais ils ne sont pas tabassés, c'est différent. Mais, et je pense qu'il a livré non pas une incompétence dans ces moments-là, mais il a montré combien son logiciel, comme on dit aujourd'hui, ça aussi c'est un mot très poncif, hein, le logiciel. Donc, je l'ai dit exprès, hein, donc le logiciel, son logiciel était ce que disait Olivier, c'est-à-dire la pensée européenne du moment, cette espèce de vide qui était évoqué. Mais d'une certaine manière, pourquoi c'est pas l'incompétence? Parce que si on accepte les cadres, et on accepte d'évoluer dans ces cadres-là, et qu'on en maîtrise le fonctionnement, après tout, c'est pas un problème, puisqu'on accepte ça. Si on considère qu'au contraire, il serait plutôt souhaitable de les remettre en cause, on va dire que le personnage est plus banal, parce que il n'apporte rien de neuf. Je dirais que, pourquoi il part au bout de 2 ans? Parce que c'est quelqu'un qui est soutenu, qui est aidé par effectivement des réseaux que j'évoquais, grande distribution, médias, finances de marché et autres, qu'un tel discrédit du pouvoir à l'heure actuelle, qu'il y avait peut-être une place, peut-être la présidentielle, ça va être difficile, parce qu'il même s'il y a des députés socialistes qui se rallient, il ne va pas avec un parti derrière lui. Il ne joue pas avec la primaire, il se coule pas dans le modèle socialiste, mais que... Et en plus, aujourd'hui, il est dans une indécision. Parce que moi, quand je l'ai écouté à Strasbourg, je me suis dit à la fin du discours, il va dire « j'y vais ». Finalement, il dit rien. Et là, il est en train, finalement, d'être dans quelque chose de contre-productif. Pourquoi ? Pour une raison simple. Parce qu'à force de dire « j'y vais pas », ça va susciter la lassitude. Parce que là, avec le discours de Strasbourg, je me suis dit, bon, il va conclure en disant, bon, écoutez, je porte un projet, je pense qu'on va transformer la France, on va la changer, j'y vais. Ben non. Il donne l'impression d'esquisser quelque chose comme un programme, mais il n'y va pas. Alors, je sais pas, est-ce qu'il veut se faire désirer à ce point? Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, et en même temps, quitter François Hollande, c'est quand même un des président qui a vu un nombre de ministres, de secrétaires d'État partir, c'est absolument impressionnant. Donc tout le monde quitte le navire. Donc, que lui quitte ce navire, bonne chose, je dirais, il n'y a rien de surprenant, d'autant plus qu'il pense qu'il y a peut-être une opportunité. C'est-à-dire, dans cette histoire. Et il a agacé les socialistes, puisque vous avez vu comment les porte-flingues sont arrivés, Manuel Valls et tous les autres, qui, je pense, le jour venu, s'il devait réussir, beaucoup se rallieraient. Évidemment, ça va de soi. Donc, je dirais, peut-être moins pantin, mais en tout cas, il se dit qu'il a sa possibilité d'avancer, parce que, pour quelqu'un qui sort de nulle part, il est vraiment soutenu, en tout cas économiquement, par un certain monde de l'entreprise. Mais, et tout le monde lui reproche son manque de loyauté, parce que c'est un produit de François Hollande, et finalement, il lui claque la porte au nez. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant? Parce que tout le monde fait ça, au pays socialiste, là. Tout le monde fait ça, c'est-à-dire déserter François. Donc c'est pour cela que je
pense que c'est peut-être moins un pantin que cette incarnation du vide. Mais un vide, mais auquel il y croit, peut-être. Je pense qu'il est sincère. Je pense que c'est pas... Il croit qu'effectivement, il faut continuer dans cette direction. Ah oui, j'avais oublié dans mon discours tout à l'heure, c'est très important de dire, ne critiquez pas trop l'Europe, parce que sinon quoi? Tous ces populistes et ces nationalistes. Ah, c'est épouvantable. Ça, j'avais oublié, populistes. C'était dans le discours. Madame. Moi, j'ai trois questions. Pendant combien de temps vous avez observé M. Macron? Oui. Deuxième question, si M. Hollande ne se présente pas au présidentiel, avec ce réseau, Rockefeller, les banques, les grandes, les petites, et avec la gauche de M. Hollande, qui a élu M. Hollande, est-ce qu'il a la chance de gagner? Et troisième question, comme économiste, est-ce que vous pouvez me donner un nom qui va sortir la France du déficit, de trou dans la sécurité sociale, de chômage? Vous connaissez probablement de grands noms. Alors, écoutez, Emmanuel Macron, ça fait, je dirais, avant que je décide ce livre est venu relativement récemment, mais j'observe ce qu'il raconte depuis qu'il est apparu clairement dans le paysage, c'est-à-dire, on l'a nommé ministre de l'économie. Donc j'ai essayé d'observer tout ce qu'il fait, ses choix, ses orientations. J'ai vu que faire des lignes de bus, ça fait 1500 emplois et c'est tout, c'est bien, c'est pas mal. Après on dit les 35 heures, bon, ça fait 350 000, c'est vrai que 1500 c'est mieux que 350 000, comme chacun sait. Et dans le fond, le bilan de ces 2 ans, parce que, avant de regarder le programme, quel est le bilan? Il n'y a pas grand-chose. Là, il a été embêté quand il a fait Alstom parce qu'il s'est dit mince, j'ai pas bien géré le dossier, il va falloir que je revienne sur le devant de la scène pour dire que quand même j'avais fait des choses sur cette histoire. Mais le bilan est très faible. Et penser que relancer la croissance de ce pays, si on pense que la croissance reste un objectif souhaitable, c'est faire en sorte que on paiera moins de frais chez le notaire, on va mettre en concurrence les officines de pharmacie, qu'on va mettre Uber à la place des taxis et qu'on va mettre des Wicars. Et qu'on va faire un vague plan numérique. Nos amis italiens ont expérimenté ça sous M. Prodi en 2006. Et il reprend à son compte le bon slogan chiracien que je vous rappelle et qu'on n'avait pas oublié, libérons les énergies. Bon. Donc, c'est pour cela que moi je l'observe et je me force à l'observer, à l'écouter. Voilà. Après, sa vie personnelle, si vous voulez, qu'il ait son mariage, ses goûts, ses centres d'intérêt, personnellement, mon contrefou, il épouse qui il veut, il sort avec qui il veut, il va en vacances avec qui il veut, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il produit comme idée, si idée il y a. Le reste, ses fréquentations, m'intéressent dans une perspective politique, c'est-à-dire en quoi ça lui apporte des soutiens, de l'argent, des moyens, etc. Après, il fait ce qu'il veut, s'il préfère le poulet au poisson, je m'en fiche complètement. Je veux dire, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ses déclarations. Et ce qu'il a fait pendant ces 2 ans. Le bilan, il est très maigre. Ça, c'est un. Si Hollande ne se représente pas, est-ce qu'il a une chance de réussir? Bon, je dis pas l'avenir, j'ai des doutes. J'ai des doutes vraiment qu'il puisse trouver un électorat suffisamment large pour l'emporter. À la troisième question, j'en ai marre de l'homme providentiel, donc je dirais pas qui pourrait sortir la France. Et je pense que ce discours même de la France qui s'effondre, il faut en finir avec lui. Sérieusement. Pourquoi? J'aime bien dire ça à mes étudiants. Bon, pour un pays qui est dans un état catastrophique, à croire Pierre, Paul, Jean et Jacques, je me dis, il y a 66 millions d'habitants dans ce pays, il y a 28,5 millions d'actifs, et on réussit à être au 5e ou 6e rang du monde, et on a une des productivités horaires les plus élevées. Il y a, je me dis,
pour un État qui va si mal, c'est pas trop mal non plus, qui assure à peu près un système de santé avec ses hauts et ses bas, mais quand même qui fonctionne. On est aujourd'hui autrement plus riche qu'hier, alors certes il y a des inégalités, et l'histoire des déficits, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas là tellement le problème. Le problème, c'est plus la question du chômage de masse, c'est la question des inégalités. Parce que, je fais cette parenthèse, puisque vous en évoquez, la dette japonaise, c'est 250% du PIB. Y a-t-il une agitation au Japon à ce sujet? Je n'ai pas observé. Les États-Unis ont une situation de dette au départ supérieure à la nôtre. La question de la dette, c'est vraiment posée au moment de la crise économique, où on a vu notre dette augmenter. Mais le problème, c'est pas le niveau de dette, parce que je peux vous le dire, en économie, il n'y a aucun économiste qui a dit après 150%, c'est la fin du monde, 200%, c'est horrible. C'est la manière dont vous financez votre dette, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, et ce n'est pas le niveau de la dette, parce que la dette japonaise, pourquoi elle ne pose pas de problème? Parce qu'elle reste entre les mains des Japonais. Donc, ça reste une affaire de famille. Donc, et c'est ça le grand paradoxe de la crise actuelle, c'est que la crise des dettes et des déficits s'est posée dans la zone du monde qui était avant la crise de 2007-2008, où les dettes et les déficits étaient les mieux tenus. Et certains avaient des dettes publiques très faibles, comme l'Espagne à l'entrée de la crise, alors que le problème était la dette privée, et que là encore c'est l'idéologie qui joue de manière négative. Donc, l'idée que la France s'effondre, c'est aussi un discours politique pour permettre la grande liquidation, si vous voulez. Mais je trouve que pour un pays, en plus, démographiquement, on est beaucoup plus dynamique que d'autres, et je trouve que pour environ 200 nations dans le monde, on est au 5e rang, avec seulement 28,5 millions d'actifs sur 66 millions d'habitants. Je trouve qu'on n'est pas nul, hein. C'est pas mal. Alors si nous sommes catastrophiques, et dans un état lamentable, je n'ose même pas penser à ceux qui sont après nous. Hein. Je ne sais pas dans quel état ils sont, ces braves gens. Donc voilà. Donc c'est pour cela que je pense que il faut moins chercher peut-être tout de suite un économiste ou un homme politique providentiel que d'essayer au moins de reconstituer une bataille des idées et une vraie réflexion, et pas si vous voulez, un peu ces artifices contemporains. J'ai vu Philippe, vous... oh, pardon. Christophe. Christophe avait demandé avant, Philippe et Madame. Christophe. Oui, pour parler de blanc, donc une remarque et une question. Non, donc je suis très inquiet pour l'Espagne après tout ce que tu as dit, parce qu'effectivement, on peut théoriser ce qui se passe en Europe. Inquiet parce que donc, le centre d'intérêt, c'est Podemos, bien sûr, qui a théorisé qui a régénéré un petit peu le marketing politique. Et c'est ça, en fait, ce dont tu parles. Il y a un marketing politique qui est né un petit peu dans les marges des gauches européennes, donc avec Syriza, avec Podemos, qui avait les mêmes sources, donc le leader charismatique, la démocratie, le parti démocratie, de souveraineté, le contact virtuel avec les gens, ces 100 000 conversations, là, tout ça, c'est bien à la gauche de la gauche, de faire sauter ce qui peut être la forme de parti, de rêver à la société autorégulée comme il le souhaite. Donc je me demande si, voilà, finalement, est-ce que tu as rencontré dans le monde, dans la macrosphère, le concept de marketing politique? Est-ce que oui, bien sûr. Ah mais c'est, comment dire, quelque chose qui est central. Ça veut dire, pour Macron, là j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le marketing politique est essentiel. C'est-à-dire l'idée que, par exemple... Alors, plein de choses. Par exemple, Macron dit je ne veux pas que l'accès à mon parti soit interdit pour des questions d'argent. Alors, il dit on peut y adhérer gratuitement, mais attention, si on adhère à mon parti, dit Macron, il faut signer une charte où on adhère à des valeurs. Voilà. Donc il dit ça. Et il dit mais ça peut être 0 €, mais vous devez signer avec une série d'engagements. Alors, donc voilà. Voilà, donc il n'y a pas d'argent, tout le monde peut venir, mais quand vous allez, il y a une charte où il faut, respecter certains principes. Alors ça reste des principes très généraux. Bon, ça c'est un. Deuxièmement,
il y a l'idée, on va à la conquête de parts de marché. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des segments, comme on va dire, bon, bah, demain on va lancer une nouvelle marque de lessive, on va voir si cette marque de lessive, la senteur, le produit, la couleur, la boîte, ça va plaire, donc on va faire des panels de consommation. Ben là c'est la même chose, on va envoyer des gens sur le terrain, parce que, évidemment, Macron nous explique, et surtout dans ce discours de Strasbourg, à travers ses marcheurs, que c'est sans filtre. C'est-à-dire, on voit directement les gens, les fameux marcheurs, comme ils s'appellent, là aussi, c'est un discours qu'ils ont trop, ils s'appellent des marcheurs. Eh bien, les marcheurs vont chez les gens, pour là où ils se sentent à l'aise. Hein, n'est-ce pas, ils vont démarcher, effectivement, pour promouvoir l'aspirateur Macron, par exemple. Parce que seul le terrain ne ment pas. Évidemment. Pour faire un clin d'œil. Donc, seul le terrain ne ment pas. Donc, et oui, évidemment, le terrain ne ment pas. Donc, il ne faudra pas hésiter à le traiter de populisme. Oui, mais c'est pour cela que Manuel Valls, qui s'est dit, bon, je vais évoquer le populisme, mais je vais mettre un mot anglais, c'est mieux, en pensant aussi à un produit de consommation, populisme light, a dit Manuel Valls, pensant probablement au coca. Eh bien, ces marcheurs, si vous voulez, expliquent qu'ils vont sur le terrain, ils vont chez les gens, ils parlent, ils ont leurs t-shirts, ils ont des logos, et pour expliquer qu'ils ont un rapport direct avec le peuple, parce que la représentation nationale, en quelque sorte, ne peut pas être le porte-parole de ces gens-là, et c'est la déformation nationale. Donc, et il y a toute cette idée, comme si on était dans une proximité, en utilisant énormément la communication. Et quand M. Macron s'adresse, aussi passe des petites vidéos sur son site, en disant « je vous remercie, vous êtes allés voir les gens, il leur parle, c'est la grande marche, vous avez eu ces 100 000 conversations ». Donc c'est très très construit comme aussi... très construit, peut-être je suis sympathique, j'en sais rien, mais c'est en tout cas c'est construit comme discours, il y a tout un marketing, voilà, qui marche à fond. C'est la génération Podemos. Voilà. Et puis par exemple il n'est pas sur l'estrade, il est au milieu d'eux, il ne regarde pas ses notes, il est autour d'eux avec ses disciples. Bien. Donc voilà, les gens sont autour de lui, il fait don de sa personne. Et voilà, donc il est dans cette espèce de proximité. C'est bizarre ces références. La grande marche. Je sais pas si c'est volontaire ou c'est involontaire. Enfin, oui, il y a un côté scoutisme, si vous voulez, peut-être. C'est marketing, on prend un truc, une formule qui existe déjà, et on la remplit, c'est le combat. Oui, et comme le disait Christian Salmon il y a des années dans son livre, c'est le storytelling. Vraiment raconter une histoire, c'est de faire... Ça, c'est essentiel dans sa manière de faire les choses. C'est fondamental. Et il faut aller sur son site parce que vraiment, non mais allez-y, je veux dire, je veux pas être tout seul. Donc mince quoi. Non, Olivier, je sais, je t'ai pas convaincu, mais bon, s'il te plaît. Il faudra dire que c'est triomphe d'un marketing politique. Oui, bien sûr, mais complètement. C'est une vraie start-up. C'est une start-up qui est en train de gagner des parts de marché. Et ça gagne vraiment? On verra. Il nous dit qu'il en a 80 000 dans sa start-up qui vont sur les marchés pour voir si. On va voir, soit tout s'effondre, soit ça prend plus de place que je ne pense. Mais... L'OTAN, c'est totalement dégonflé en 3 mois. Oui. Pour l'instant, les autres expériences européennes montrent clairement que ça ne prend pas. Peut-être que ça... non plus, parce que c'est sur lui, c'est Sudanos qui est plus sur cette ligne-là. Voilà. Donc... c'est un peu Philippe et vous. Philippe. Oui, il me semble qu'Emmanuel Macron ne vient pas de nulle part. Il me semble qu'il vient des réseaux de Jacques Attali. Et Nissi n'a pas fait partie de la commission pour libérer la croissance de Sarkozy. Oui, alors, j'ai pas eu le temps de tout dire parce qu'il y aurait été tellement de... Oui, alors, que Jacques Attali ait joué un rôle, Jacques Attali, qui, effectivement... lui aussi inusable et extraordinaire, Jacques Attali. Enfin, je sens que je vais devenir méchant, je ne peux pas. Alors, mais oui,
voilà, libérer la croissance. Ça aussi, c'est du marketing. Libérer la croissance, libérer les énergies. Ah oui, il y avait l'autre mot, j'ai oublié. Le choc. Il faut le choc fiscal, le choc de simplification, le choc de bêtises, enfin bon, bref. Oui, Attali aussi, j'ai oublié de le dire, vous faites bien de le rappeler, Attali a joué un rôle, il était aussi dans cette commission, avec toutes les propositions d'Attali, qui est le grand mage, qui voit le futur, qui sait ce qui va se passer demain, après-demain et dans 1000 ans, même quand il ne sera plus là. L'avenir à Dieu. Peut-être qu'un jour Attali nous dira comme François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. Bon, très bien, mais s'il peut nous quitter Attali, c'est pas grave. Qu'on croit ou pas aux forces de l'esprit d'ailleurs, qu'ils se sentent pas obligés d'insister. Un seul être mouvement et tout est repeuplé. Donc voilà, donc je trouve que ce serait formidable. Mais oui, vous avez raison de dire, il y a une articulation et honnêtement, bon, Attali, il me dit toujours un peu la même chose. Alors, donc oui, c'est cette même, voilà, cette même filiation. Oui, c'est une même mouvance, bien sûr. Oui. Young Leaders. Voilà, Young Leaders. Oui. Madame, qui a attendu tout à l'heure. Excusez-moi, je voulais poser la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une grande différence avec Jacques Attali? Jacques Attali, vous savez, c'est un peu... Il a produit son caractère un peu religieux des avatars. Je veux dire, c'est Jacques Attali... Ou après, vous savez, bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais après, une soirée avec des idées très originales, c'est Jacques Attali, Alain Minc et Macron. C'est le cercle de la déraison. Mais ça, oui, ça vient de tout ce monde-là. Oui, bien sûr. Et aussi, je dirais, et on le trouve dans les dérapages de Macron, le même mépris. Parce que chez Attali, il y a du mépris. Là, à ne plus savoir qu'en dire, quoi. Donc, voilà. Mais il faut entendre les dérapages de Macron, l'histoire du costume, les employés de GAD, toutes ces choses-là, c'est quand même d'une violence terrible. À côté, les sans-dents de François Hollande, c'est presque sympathique, quoi. C'est presque agréable, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'on préfère? Rencontrer François Hollande ou Emmanuel Macron? Christophe. C'est une question. Alors, est-ce qu'il porte la cravate? Parfois oui, parfois non. Non. Il a bien compris que la cravate, il fallait pas. Il a compris que il y avait un look à adopter, c'est plutôt Tsipras Varoufakis que le député classique. Non, il n'a pas la moto, peut-être qu'il a peur de tomber, je sais pas. Il est toujours en costume? Oui, il est en costume. Oui, il est en costume. Mais parce qu'il a expliqué que s'il faut un costume, il faut travailler. Travaille pour avoir un costume. Alain. Bah non. Sur le plan économique et social, on a compris depuis longtemps qu'il apportait rien de nouveau. Enfin, c'est vraiment transparent. Je crois d'ailleurs que ça trompe pas beaucoup de nos concitoyens. Mais à défaut d'une pensée, sur le plan institutionnel, est-ce qu'il a lâché des petites phrases qui pourraient... Oui. Qui pourraient laisser penser à ce qu'il voudrait faire? Oui. Hormis ses considérations sur l'échec de la classe politique, enfin bon, ça, c'est pas très original. Oui, alors, dans son discours de Strasbourg, qui est venu donc après la publication du livre, il y a toute une part sur les institutions, évidemment. Il y a une part, alors il explique que, bon, il n'est pas dans le truc 6ème République, je sais pas quoi, etc. Donc ça, c'est pas son affaire. Il explique plusieurs choses. Il dit, voilà, là aussi il utilise ça, j'ai oublié ce terme très important, c'est feuille de route. J'avais oublié feuille de route, mais je suis désolé, j'avais oublié feuille de route, mais bon, j'ai eu du mal à adapter mon discours à la mondialisation. Donc dans sa feuille de route, pour dessiner un avenir radieux au peuple qui l'attend, dans sa feuille de route, il a expliqué que voilà, alors des choses qui ont entendu ailleurs. Il y a trop de lois, elles sont mal écrites, il y a 150 000 articles dans tous les sens, on n'y comprend plus rien. Donc, il faut que le président donne quelques grandes orientations, nous a-t-il dit, avec une feuille de route avec quelques points. Et sur ces points, parce que c'est important, j'avais oublié ça, la culture du résultat,
Désolé, ça m'a échappé. Donc, la culture du résultat, que régulièrement le président de la République devait se présenter devant les électeurs. Ça ne veut pas dire qu'on allait le révoquer, mais de dire où il en était dans la progression de sa feuille de route. Il avait expliqué, il a répété ça je ne sais pas combien de fois, que on demandait un casier judiciaire vierge pour des fonctionnaires, pour patati patata, il ne comprend pas qu'on fasse pas la même chose pour les politiques, et que on a le droit de fauter, dit-il, et d'être pardonné. Alors j'ai eu peur, je me suis dit en vérité, je vous le dis, je me suis dit j'ai peur que je vous le dise, je me suis dit il devient inquiétant, il faut le calmer, etc. Mais que pour les politiques, attention, quand on exerce ces plus grandes magistratures, on ne peut pas aller dans cette direction. Alors vous voyez bien à qui il envoyait des pics. C'est pour cela qu'Alain Juppé lui a répondu vaut mieux avoir un passé qu'un avenir judiciaire. Enfin bref, hein, vous voyez le niveau du débat, hein, c'est extrêmement développé, hein, on adore. Et donc il explique qu'il doit y avoir des moments aussi où les citoyens puissent être consultés. Alors on ne sait pas si c'est les référendums, si c'est l'organisation de débats, ça reste assez flou, parce qu'il explique que penser que la démocratie c'est juste au moment où on met son bulletin dans l'urne, c'est pas suffisant, il faut que le citoyen puisse être mobilisé à d'autres moments. Alors sous quelle forme, comment, je sais pas, je sais pas trop. Et donc il explique qu'il y a une nécessité de renouveler la politique quand on a fait un mandat et que si on a été battu, on a échoué, il ne faut pas revenir. Ça c'était pour François ou pour Sarko. Enfin, il essaie d'éliminer tout le monde, si vous voulez. C'est à la fin, il en reste un, lui. Donc par défaut. Quoi. Donc si vous voulez, à part des généralités de cet ordre que j'ai bien notées à Strasbourg, voilà quoi, je veux dire. Et c'est pour ça que même, j'ai lu que même ces électeurs qui étaient venus, enfin potentiels électeurs, étaient déçus un peu, parce qu'ils attendaient autre chose, peut-être un programme plus précis, et il avait dit que je veux pas faire des propositions jetées à la figure. Là, il essaie de retarder le moment où il va vraiment énoncer quelque chose, parce que je ne sais même pas s'il va y aller à la fin, à force d'hésiter comme ça. Alors j'attends, il y en a d'autres discours que je dois observer, ceux du Mans, de Montpellier, tout ce qui arrive, là, il y en a plein. Pas du tout ça, s'il veut pas y aller. Ben, c'est pour ça que je me dis qu'il doit y aller, mais pourquoi il retarde. Sa carte, c'est que c'est du vide, mais qu'en face, il y a du vide. Ben voilà, c'est ce qu'avait dit Marcel Gauchet. Un peu nouveau dans le paysage. Oui, un nouveau vide. Mais et Marcel Gauchet l'avait dit, la campagne de 2017, c'est l'affrontement entre deux vides. Il avait dit ça. Bon, ben, il n'a pas totalement tort. Donc j'ai hâte, moi je veux écouter avec passion, avec intérêt, pour savoir au moment où il va lâcher le truc, il va dire j'y vais. J'ai pas écrit pour rien. Il y va. J'attends avec impatience. Oui, on sait que ce genre de personnage a tendance à faire passer le vide de leur pensée économique par des audaces culturelles, sociétales. Est-ce qu'il a une pensée sociétale sur l'éducation, l'intégration, le mariage? Est-ce qu'il est dans cette mouvance, justement? Il a commencé à s'exprimer récemment, mais ça, sinon, voilà, c'est quelque chose que je regrette, ce livre aurait dû être retardé, mais il fallait à un moment donné qu'il soit imprimé. Il a commencé à s'exprimer sur la laïcité et l'intégration. Alors là, il nous a sorti de belles phrases. Il a dit que la laïcité, c'était... Et la République et la laïcité, c'était vraiment un espace où on pouvait vivre le plus intensément sa religion. Et en gros, il a expliqué qu'il y avait une forme d'intolérance de la part de ceux qui tenaient ou défendaient la laïcité, et il a dit il y a une revanche, comme si non, il a dit une laïcité revancharde. Mais revanche sur qui? Ou sur quoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Et donc là, si vous voulez, il veut essayer de ratisser large. C'est-à-dire, on sent qu'il pourrait flirter un peu avec des tentations communautaristes, ce genre de choses, à la limite, mais il explique que la conception française de la laïcité, là, ces derniers propos, là, j'ai vu, parce qu'il y a eu, dans Marianne, un vaste débat entre Jean-François Kahn et lui. Je l'ai lu. Et... Bon, et donc il a expliqué que la laïcité telle qu'on la concevait en ce moment, il y avait des crispations, on n'était pas tolérants, c'était une laïcité revancharde. Donc on voit bien qu'il essaye un peu d'élargir le spectre pour essayer de toucher plus de monde maintenant.
Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas trop, là. Avec quel public? Qu'est-ce qu'il vise comme clientèle électorale en faisant ça? Et donc, ça a suscité un tollé, évidemment, parce que... En plus, les formulations sont bizarres, c'est l'endroit le plus où on peut vivre de manière plus intense sa religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est que ce genre de choses un petit peu pas facile à saisir, parce qu'on se dit, mais c'est quoi le fond là-dedans? S'il y a un fond, d'ailleurs. S'il y a. Et donc, voilà, il commence à élargir. Et parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas rester que sur des domaines économiques, parce que sinon ça risque d'être trop court pour pouvoir construire un projet. Et donc j'attends effectivement les prochains discours pour voir s'il va être un peu plus bavard sur tout ça. Donc ça m'embête quand il se tait. Oui, alors il y a un Macron donc rocardien, mais en privé il dit aussi qu'il a fait la campagne de Chevènement en 2002. Oui. Donc un Macron chevènementiste. Et il y a un Macron monarchisant. C'est là qu'il y a une pensée je regrette. D'accord. Donc en fait... Si, non mais attendez, parce qu'il dit des choses. Ah oui. Non, il dit des choses. Il parle de... Il s'appuie sur le principe d'incomplétude que vous connaissez parfaitement, personne ne le connaît ici, mais moi j'ai révisé. C'est quelque chose dont on parlait il y a 20 ans, le théorème d'incomplétude de Gödel. En gros, c'est pour qu'un système fonctionne, il faut un élément extérieur, c'est ça, hein. Bon, en gros. Et donc il dit à partir de là que la démocratie justement rencontre ce problème de l'incomplétude, elle ne peut pas fonctionner toute seule, et qu'il faut un pouvoir, et que en ce moment, il était ministre, hein, il dit le pouvoir est un lieu vide, ce qui était quand même pas gentil pour Hollande. Oui. Et donc, et que Louis XVI, il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit, je ne sais plus, enfin l'idée c'est en coupant la tête du roi, justement on a enlevé le truc d'incomplétude, etc. Bon, ce qui n'est pas idiot, parce qu'on l'a dit avant lui, même un peu ressassé. Mais donc, il y a ça aussi, dire, cette idée que la monarchie, c'est pas si mal. Oui, alors... Oui. Mais non, mais... Il y a du fond, là. Ne dites pas que c'est une pensée vide, parce que... La moitié de la salle vous dit... Non, je n'ai rien dit. Quand il a dit que le pouvoir était un lieu vide, il aurait pu être plus méchant en disant le vide s'est emparé du pouvoir. Mais il ne l'a pas dit. Bon. Le pouvoir lieu vide, oui, c'est un thème bien sûr. Développé par Claude Lefort. Bien sûr. Il y a des textes importants sur théorie politique, sur ça. Bon. Voilà. Non mais ça on est d'accord. C'est la définition aussi de Lefort de la démocratie comme régime de la dissolution des repères d'incertitude. Il dit ça, Lefort. Oui. Il dit ça. Et je suis tout à fait d'accord sur l'idée du vide ou autre. Mais si vous voulez, à la fin, moi je ne veux pas critiquer. Si vous pouvez. Non, très bien. Moi je suis prudent, j'ai fait un stage chez les Casques Bleus. Donc, non mais, c'est-à-dire, non. Ce que je veux dire par là, par rapport à ce que vous venez de dire, à la fin, vous voyez ce personnage, bon, je suis désolé, un jour rocardien, hier chevènementiste, demain pour la monarchie, après-demain on ne saura pas pourquoi, demain il va dire je vais défendre l'esprit du baron Coubertin, et ainsi de suite. Enfin, si vous voulez, à la fin tout devient possible. C'est-à-dire que, alors il a peut-être soutenu Chevènement en 2002. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était avec Chevènement, et Chevènement ne reconnaît plus ses enfants, il ne sait plus. Certains sont partis à l'extrême droite, d'autres sont partis nulle part, c'est Macron. Et bon. Je veux bien le croire. Enfin, j'ai jamais pensé que ce type était un imbécile. Ce type a lu, ce type a fait des études, il sort de l'ENA, il a travaillé en banque, c'est pas un idiot. Après, est-ce que pour autant, on arrive à quelque chose d'articulé, en picorant un peu d'ici, de là? Bon, très bien, vive l'éclectisme, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à voir entre Rocard, Chevènement, l'incomplétude,
Voilà. J'ai été interviewé à la télévision sur Macron, je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Écoutez, mince, cela m'a échappé. Et alors, mais je crois qu'ils n'ont pas retenu ce morceau où je parlais de l'incomplétude. J'avais dit que c'était ce qu'on pouvait dire justement dans un dîner en ville. Dans un dîner en ville à Paris, vous pouvez dire Rocard, formidable. Vous pouvez dire, moi qui ai milité chez Chevènement, personne ne mouffetera. Et pour montrer que vous avez de la profondeur, vous pouvez très bien dire, oui, il y a de l'incomplétude dans la démocratie. Et il y a une dame qui dira, mais c'est passionnant. Bon, voilà. Et il peut le faire, ça. Mais on entend ça, des trucs comme ça, ou comme dans le temps, on entendait des trucs marxistes dans les dîners en ville. Oui. Oui, quand même, les superstructures, tout ça. Oui. Oui, bon. Je pense que ça ne va pas plus loin. On ne s'énerve pas du tout là-dessus. Mais là aussi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, peut-être parce que il pense qu'il y a un sentiment comme ça sur l'autorité, et qu'il est bon de dire des choses comme ça en ce moment. Mais ça va effectivement pas plus loin. De toute façon, il n'en tire aucune conséquence. Oui. Quand il dit le pouvoir est un lieu vide, il doit s'en aller, puisque c'est pas la peine de continuer à fonctionner comme ça. Il ne le fait pas quand il dit qu'il y a de l'incomplétude, il ne prend pas les moyens, il ne réfléchit pas en termes de légitimité et de souveraineté. Bon, voilà, donc ça ne signifie finalement rien. Non, mais il y a quand même un contenu, vous savez, le contenu. Oui, ou si on doit faire quelque chose d'un peu publicitaire, ça a l'air du contenu, ça ressemble à du contenu, ça a du contenu, mais ce n'est pas du contenu, c'est Canada Dry, les années 80. Quoi. Un peu. Oui, donc, on pourrait dire aussi, pour rester dans les années 80, ça m'interpelle quelque part au niveau du vécu. Donc, voilà. Donc, oui, bien sûr, il s'agit d'utiliser des ressources, des références, j'en doute pas. Mais de toute façon, Frédéric Farah, l'important c'est de trouver des niches. Oui. Et de cheminer sur des sentiers de croissance. Exactement, de manière durable. Et pour s'adapter à la mondialisation dans un monde ouvert. C'est absolument essentiel. Je crois qu'on va arrêter là.